et bienvenue à l'atelier immersif Intensifier sa concentration. Avec moi, sur scène, en studio, le neurologue belge de renommée internationale, Steven Lorès. Il a publié, entre autres, dans le Science, le Lancet, pour ne nommer que ceux-là, lauréat en 2017 du plus grand honneur scientifique belge, le Francky. Écoutez, bon, je pourrais continuer comme ça jusqu'à ce soir, tellement la liste des honneurs du professeur Lorès est longue. Et nous avons la chance de l'avoir pour un petit bout en sol québécois, puisqu'il est présentement professeur invité au Centre de recherche cerveau de l'Université Laval. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très, très bien. Écoutez, avant de se lancer dans l'atelier, quelques petits rappels techniques pour les gens qui sont sur notre plateforme. Je vous rappelle que vous êtes invités à partager vos questions, vos commentaires avec M. Lorès. C'est au bas de la page sous l'écran de diffusion. Juste à côté du bouton des questions, c'est celui pour le sondage. On veut connaître votre appréciation de l'atelier. Ce n'est pas un secret, la musique, c'est du bonbon pour le cerveau, comme la méditation. Alors, gâtez-vous avec notre playlist Le Grand Saut. Donc, le lien se trouve sous l'onglet Audio. Sans plus tarder, je cède la parole au professeur Steven Lorès et je vous donne rendez-vous après l'atelier pour entendre ses réponses à vos questions. Bonne conférence. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous tous, les entrepreneurs québécois. Alors, j'espère que vous allez bien. On ne se voit pas là, c'est un peu particulier dans ces temps Covid, mais j'espère que vous êtes vous. Je pense que vous êtes là. Et j'espère que ça va bien. C'est une question importante. Comment ça va? Oh, ça va, c'est presque un réflexe et elle mérite peut-être un peu plus d'attention. On n'a pas appris à réfléchir finalement comment on va et ça va évidemment aussi influencer le sujet d'aujourd'hui qui est votre concentration, l'attention, le flow, le focus. Alors, en effet, je suis neurologue, neuroscientifique. Je dirige une unité de recherche qui est le Giga Consciousness, où on va utiliser toutes ces machines. On voit ici une image dans mon environnement naturel, je dirais les soins intensifs au CHU de Liège, où on va essayer de mieux comprendre chez des personnes qui ont eu des blessures très graves au cerveau, après un arrêt cardiaque, une hémorragie, un trauma crânien. Vous voyez là, on utilise ces machines, l'électroencéphalogramme, l'IRM, le PET scan, tout ce qui permet d'enregistrer l'activité de ce brillant cerveau. Et donc ça, c'est mon organe préféré. J'ai ici en main un vrai cerveau. C'est des milliards de cellules, des neurones. Et avec l'équipe, on essaye justement de répondre à cette question difficile. Comment est-ce possible qu'on est finalement conscient? Et puis de traduire cette connaissance vers la clinique. Et c'est pour ça aussi que je suis ici à l'Université Laval, au Centre Cerveau, où aussi il y a ces mêmes machines. Et quand je fais des conférences, je profite toujours de l'occasion de faire un petit appel à témoins. On étudie aussi des personnes qui sortent du coma et qui nous racontent des expériences incroyables de mort imminente. On a besoin de vous, Québécois. Si vous avez vécu quelque chose de ce genre, partagez-le. L'adresse courriel, c'est NDE, de l'anglais Near Death Experience, nde@uliege.be. On a besoin de vous pour nos recherches sur un sujet évidemment difficile. On a avec l'équipe des personnes qui sont étudiées après des blessures au cerveau, des traumatismes, des commotions. En Belgique, on a par exemple Delphine Persone, qui est la championne de boxe. Ici, vous connaissez les grands champions de hockey à glace. Et donc, c'est aussi une raison de mon séjour ici au Québec, c'est de bénéficier de votre expertise, l'expertise québécoise, dans la prise en charge et comment utiliser ces machines. Vous voyez une image obtenue avec l'IRM. Et au Centre Cerveau, il y a justement une nouvelle machine puissante qui permet de faire des photos, non seulement des cellules, les neurones, mais aussi de l'intérieur. C'est ce que vous voyez là, c'est ces milliers de milliards de connexions, ce qu'on appelle la matière blanche, à l'intérieur de la matière grise qu'on connaît tous. Alors,
si je vais résumer, on va aujourd'hui parler de notre concentration, l'attention globale, focalisée. Mais qu'est-ce qu'on sait finalement sur cette grande question? Comment est-ce que le cerveau il fonctionne, il produit ses pensées, ses perceptions, ses émotions? On peut dire qu'il y a, comme vous le voyez ici, deux réseaux de la conscience. Et avec l'équipe, on a étudié beaucoup le coma, mais aussi l'anesthésie, le rêve, le sommeil. Et si je prends un autre cerveau, et c'est un peu particulier parce que c'est le mien. En fait, c'est une image d'IRM imprimée maintenant, comme on peut le faire. Tenir son propre cerveau, ça fait bizarre, mais mes amis disent heureusement que tu n'es pas urologue. Et donc, avec mes enfants, j'en ai 5, on a colorié les deux réseaux de la conscience. Et vous voyez en rouge des parties du cerveau qui sont critiques pour que vous avez une conscience de votre monde extérieur, vos perceptions, tout ce qui passe par vos sens, que vous m'entendez, que vous me voyez en ce moment même, va impliquer cette partie-là. Et puis, il y a à l'intérieur, deuxième réseau de la conscience, c'est cette petite voix qui vous parle en ce moment, ce qu'on appelle la conscience du monde intérieur. Ce qui est très important pour vous, entrepreneurs, ça vous permet de faire de l'imagerie mentale, d'anticiper, parce que le cerveau, c'est une machine à prédiction. Le mot machine n'est vraiment pas bien choisi, mais ça va prédire ce qui va se passer, très important dans votre métier. Et donc, une partie du temps, on est dans le futur. On anticipe, c'est très important, et on apprend de notre passé. On va, ce qu'on appelle la mémoire épisodique, avoir ce réseau qui est impliqué dans ses pensées quelque part. Et cette force peut aussi être une faiblesse. Et c'est là où on est distrait. On n'arrive pas à garder notre concentration. On travaille sur un projet où on est en famille et en réalité, mentalement, on est ailleurs. Je pense qu'on connaît tous ce scénario, en tout cas, il m'est très familier. Et les études montrent que même la majorité du temps, 50-60% du temps, on est ailleurs que sur la tâche qui est supposée prendre notre espace mental. Donc, important, évidemment, quand on parle de la concentration, de au moins se rendre compte de cette petite voix et de cette distraction, et peut-être aussi comment influencer l'activité de ce cerveau, ce brillant cerveau. Et voilà une image de mon premier livre où je parle de mon domaine d'expertise. Là, je suis à l'aise. La matière grise, les connexions dont on a parlé, et où le premier qui les a vues, vous le voyez là, il va recevoir le prix Nobel, c'est Ramón y Cajal. C'est le premier qui, on le voit là derrière son microscope, va voir à l'intérieur. Et la force de votre cerveau, et vous le savez ici au Canada, au Québec, comme je le sais comme Belge, c'est l'union qui fait la force. Okay, je vais faire attention à ce que je dis ici, mais l'union fait la force quand on parle de notre cerveau. Ce n'est pas juste les neurones, c'est comment ces neurones vont interagir. Une cellule parle, communique, est connectée avec des milliers, parfois des dizaines de milliers d'autres cellules. Et le premier qu'il a vu, et c'est son dessin que vous voyez là, prix du livre, c'est Ramón y Cajal, il voit ces synapses. Vous voyez les petits points, c'est ces petits ponts qui permettent à notre matière grise, à ces cellules, d'interagir. Et grande partie des 30 dernières années de recherche avec nos équipes, c'est justement d'étudier ce qu'on appelle la neuroplasticité. Et aussi aujourd'hui, si vous allez retenir quelque chose de ce qu'on discute, eh bien ça va changer justement ces milliers de milliards de connexions dans votre cerveau. Donc très très important. Et tout cela n'est pas le sujet d'aujourd'hui où je vais vous parler de la concentration, mais aussi vous donner un outil pour travailler votre concentration, et c'est la méditation. Alors, comme neurologue, qu'est-ce que j'ai appris pendant mes
années de médecine, ma spécialisation ou ma carrière de scientifique sur le sujet de la méditation? Rien. Jamais on m'a parlé de la méditation, et si on en parlait, c'était plutôt pour dire attention, il faut se méfier, ça peut faire plus de mal que de bien. Et c'est d'ailleurs cela que je répondais aux journalistes quand j'ai défendu ma thèse de doctorat en 2000. On me demandait mon opinion, professeur Lorès, qu'est-ce que vous pensez de la pleine conscience? Et alors, le scientifique, il va regarder, qu'est-ce qui est publié? Et voici une image du livre « La méditation, c'est bon pour le cerveau », des articles scientifiques publiés tous les ans sur le sujet. Et vous voyez, depuis les années 70, moi je dis 70, jusqu'à maintenant, on voit en 2000, il n'y avait pas beaucoup de publications en noir sur la méditation, en gris sur la pleine conscience. Et depuis lors, les 2 dernières décennies, il y a eu une explosion. Et aussi, ma propre conviction a beaucoup changé, mais il a fallu que je passe par une crise personnelle. Alors, je pense qu'on a tous connu des moments plus difficiles. Moi, je le raconte dans le livre. C'est en 2012 où je me retrouve tout seul avec les 3 petits-enfants. Et justement, cette petite voix, ça commence à tourner, à m'angoisser. J'avais peur de ce qui allait arriver. Justement, cette anticipation, ça peut aussi donner des scénarios catastrophes. Et très souvent, c'est autre chose qui se passe, où on est dans le passé. Je me posais la question, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? On est aussi fort pour parfois se culpabiliser. On ne peut pas changer le passé. On est parfois sévère avec soi-même, aussi avec l'autre. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Mes amis québécois, on boit. Et donc, l'alcool, je sais très bien, comme neurologue, ça va calmer mon esprit, mon cerveau. Ce n'est pas l'idéal, là, quand on parle de concentration. En plus, je mixais avec des somnifères, des calmants, des antidépresseurs. Et puis, je fumais. C'est formidable, une bonne pause de respiration, la nicotine. Et c'était très vite, très clair que ce cocktail-là, ce n'était pas le papa inspirant que je voulais être. Et donc, cette période où vous voyez ici l'image quand même sombre dans ma vie, il y a eu, premièrement, la découverte pour moi du yoga. Et puis, d'un homme, un homme qui va être la fin de cette période. C'est vraiment un turning point, hein, c'est un moment qui a fait le déclic quand je rencontre Mathieu Ricard. Vous connaissez peut-être, c'est tout d'abord un scientifique. Il a fait sa thèse de doctorat en biologie moléculaire à l'Institut Pasteur à Paris. Mais, comme vous le savez, il a fait carrière, c'est un peu une rockstar du bouddhisme. Et il vient donner une conférence à Paris, le TEDx, sur son domaine d'expertise, la méditation. Et moi, je parlais sur mon domaine d'expertise, le cerveau, la conscience. Et puis, on commence à discuter. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une amitié qui se noue et il ressent que je ne suis pas en pleine forme. Et je voulais expliquer de mes soucis personnels et il m'invite à faire une retraite. C'était la première retraite de ce qui s'appelle Mind and Life Europe. Et pour moi, c'est un nouveau monde qui s'ouvre aux scientifiques cartésiens, aux neurologues, qui prescrit des médicaments, où là, je me retrouve avec plein de moines bouddhistes, mais aussi des scientifiques qui parlent de l'effet de la méditation sur le cerveau. Et j'ai énormément apprécié. Ça va changer, c'est une découverte personnelle, c'est aussi une découverte scientifique. Je m'intéresse à la conscience et là, je suis avec des athlètes de l'esprit et ça va devenir un vrai sujet pour notre labo. Et puis maintenant aussi, comme médecin, je prescris la méditation. Et donc, si Mathieu Ricard m'invite à faire une retraite avec lui, je l'invite à mon tour pour venir à l'Université de Liège comme cobaye. Et il va venir. Et ce qui se passe et ce que j'essaye de vous résumer ici, entre ces 2 diapos, ces 2 photos, il y a eu beaucoup de chemin du chercheur sceptique qui maintenant va pratiquer la méditation. Et vous voyez là une belle photo avec mon épouse lors de nos voyages de noces sur une belle île grecque où justement on médite.
Et en effet, j'invite Mathieu Ricard, il quitte, ça c'est ce qu'il voit de sa chambre, là au Népal, dans son monastère, et il change de décor, il vient à Liège. Et il va disparaître, comme vous le voyez, dans cette machine qui est l'IRM, qui fait des photos du cerveau. Alors Mathieu ne pouvait pas être là ce matin avec nous, mais il l'est un tout petit peu, parce que le troisième cerveau que j'ai là, eh bien, c'est l'impression 3D de notre ami Mathieu Ricard. Alors, Mathieu, quand il était venu chez nous en 2015, 70 plus d'années, son cerveau, quand on... ici, je l'imprime, c'est pour vous le montrer, mais quand on fait des mesures et des études scientifiques l'ont montré, ça a un impact sur la structure de votre cerveau. Et son cerveau, d'un point de vue neurologique, il a 10, 15 ans en moins. Et donc, quand on parle de la concentration, on l'a testé, mon ami Mathieu Ricard et d'autres moines bouddhistes qui font beaucoup de méditation, eh bien, ils sont sharp sur des tâches d'attention focalisée, des temps de réaction. Eh bien, il va battre nos jeunes étudiants de 18 ans. Ça a un impact visible. Et c'est ce que vous voyez ici sur la diapo, avec en couleur... C'est une image du livre, les parties du cerveau qui, chez Mathieu et puis toutes ces autres personnes qui font de la méditation, sont juste plus gros, plus musclés. Si vous utilisez plus une partie du cerveau, elle va devenir un peu plus grand. On ne va pas le comparer avec un muscle, mais c'est clair que, quelque part, la méditation, c'est quoi pour moi? On peut le comparer avec le sport. Il y a différentes manières de pratiquer le sport. Vous pouvez commencer à courir et vous allez avoir des jambes plus musclées. Commencez à nager et vous allez avoir les épaules, on va le voir. C'est plus compliqué quand on commence à méditer de le voir dans votre cerveau qui est caché là dans votre boîte crânienne, mais avec ces machines, ici à l'Université de Liège, au centre cerveau, et on va en parler plus, d'ailleurs on vous invite, vous les entrepreneurs, on va faire des photos et voir que par exemple l'hippocampe que vous voyez là en rouge va être plus grand que la moyenne. Structure importante pour la mémoire. En bleu, vous voyez, le nom n'est pas important, le cortex insulaire, qui est important pour justement être attentif à ces signaux qui viennent de notre propre corps. En jaune, là devant son œil, en haut, le cortex préfrontal gauche, qui est une région importante pour gérer les émotions. Et on dit que Mathieu Ricard, les journalistes l'ont appelé l'homme le plus heureux de la planète. Il déteste, il trouve ça très ridicule, mais c'est vrai qu'il a cette partie-là qui est plus développée, aussi plus connectée avec des autres parties qui sont importantes dans la régulation de nos émotions. Donc, effet mesurable sur des structures importantes pour l'attention. Souvent, la méditation, ça tourne autour de l'attention. C'est ça qui nous permet d'avoir la concentration. Et là, le chef d'orchestre dans le cerveau, c'est en vert, une structure qui s'appelle le cortex singulaire antérieur. Peu importe. Ce qui est intéressant pour nous, chercheurs, c'est de le voir. Il y a des effets visibles. Et pas uniquement chez des moines bouddhistes. Si vous et moi je ne suis vraiment pas un maître zen, là, on fait ce qu'on peut, c'est le message. Une épouse qui travaille, psychologue d'ailleurs, 5 enfants, job à l'université, au CHU, on fait ce qu'on peut. Et les études ont montré que déjà après 8 semaines de méditation, on va aussi voir des changements structurels comme on peut le mesurer avec les IRM. C'est ce qu'on a vu à Liège avec ici cette image où vous voyez à nouveau Mathieu Ricard. Et maintenant, on regarde à l'intérieur la matière blanche. Elle est coloriée ici, les couleurs indiquent l'orientation de ces connexions. En rouge, vous avez le grand pont qui fait la communication entre l'hémisphère gauche et droit et un cerveau mieux connecté est un cerveau plus efficace, plus capable justement de se concentrer et la méditation va augmenter la connectivité, la communication entre ces deux parties, gauche et droite du cerveau. On a avec cette machine aussi la possibilité de voir le fonctionnement. C'est l'IRM fonctionnel où justement on va voir les deux réseaux de la conscience où des personnes comme Mathieu Ricard et d'autres personnes qui font de la méditation vont apprendre
à observer cette activité, de manière indirecte évidemment, observer comment le cerveau produit des pensées, des perceptions, des émotions, et apprendre à prendre distance, et on va à nouveau voir les effets sur ce fameux réseau de la conscience du monde intérieur, cette petite voix qui est dans votre tête en ce moment, on la visualise et on voit comment la méditation, il y a différents exercices, permet de changer l'activité comme on l'a pu observer avec différentes machines, l'IRM, mais aussi le PET scan. Le PET scan, Positron Emission Tomography, tomographie à émission de positons, qui permet par exemple d'injecter du sucre radioactif. Parce que ce fameux brillant cerveau, il consomme beaucoup d'énergie, plus que n'importe quel autre organe dans votre corps. Et on voit ici Mathieu Ricard qui reçoit du glucose radioactif et on a l'image de l'activité métabolique, c'est comme ça qu'on l'appelle, la consommation d'énergie dans ces milliards de cellules. Et avec l'âge, je ne vous vois pas, je ne connais pas votre âge, vous qui regardez là, mais à partir de 40 ans, ça n'augmente plus, c'est un euphémisme, cette activité métabolique diminue avec le vieillissement normal. Il faut l'accepter, on est parfois tracassé, on va mettre des crèmes anti-rides, du botox, etc. On s'intéresse à la façade. Ici, c'est peut-être une invitation à s'intéresser à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et comment la méditation, les études l'ont démontré, permet d'avoir un effet visible sur cette consommation d'énergie, comme on a pu aussi l'observer et le mesurer chez notre super cobaye Mathieu Ricard. Il y a même des études, et le CHU de Liège en fait partie, qui va utiliser la pleine conscience chez des personnes qui sont à risque d'une démence dégénérative. Alors à nouveau, la méditation, ce n'est pas un vaccin contre l'Alzheimer, mais ça donne un moyen aux patients d'influencer de manière quand même significative le développement d'une maladie qui, pour le moment, soyons clairs, est malheureusement incurable, même avec nos médicaments. Et donc la méditation, c'est important, c'est quelque chose d'actif, c'est une gymnastique mentale. À nouveau, si on va chez Mathieu mettre des électrodes, vous le voyez ici, avec l'électroencéphalographie à haute densité, il y a plus de 250 capteurs, la même machine dont on dispose ici, d'ailleurs à l'Université Laval et au Centre Cerveau, eh bien on voit l'activité quand, soi-disant, Mathieu, il ne fait rien. Mais le cerveau ne fait jamais rien. Il ne peut pas s'en empêcher, il pense, il perçoit, il a des émotions. C'est ce que vous voyez là, c'est cette activité dans ce fameux réseau de la conscience intérieure. Et quand il médite, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas que le cerveau va flatliner, qu'il n'y a plus rien, qu'il pense à rien, non. C'est quelque chose d'actif. On voit clairement une augmentation de l'activité. Ces fils-là, c'est la connectivité, c'est l'interaction entre les différentes parties du cerveau. Plus que c'est rouge, plus que c'est actif. Et il ne faut pas des grandes statistiques quand on compare le repos, il pense à plein de trucs, il fait de la méditation, il est concentré. Et c'est justement le sujet d'aujourd'hui, ça vous donne un outil. Mais, à nouveau, je dois peut-être me taire et laisser la parole aux experts. Mon fiston, le plus petit, Louis, maître zen, qui va nous inviter à faire un petit exercice de respiration. Petit film pris en pleine période Covid, il se prend une petite pause de respiration. Et donc, ce qu'on l'invite là à faire, c'est de faire une chose. Et c'est ce qu'on peut faire, c'est ce que je vous invite de faire pour justement avoir un contrôle sur parfois ce moulin dans notre tête, entre les oreilles, qui tourne et qui peut justement nous empêcher d'être concentrés. Et c'est ce que Mathieu, et dans le monde bouddhiste, va appeler le monkey mind. C'est le petit singe dans notre tête que je peux d'ailleurs, quand je donne des conférences avec lui, avant le Covid, je peux le montrer. Quand je colle ici, comme vous le voyez, des électrodes, c'est un système développé en Israël qui me donne sur mon smartphone une image en couleur avec les différentes composantes. Il y en a une qui représente l'éveil, l'attention globale, l'attention focalisée, les émotions. Donc on voit que Mathieu, quand il est sur scène et qu'il s'assied et qu'il fait soi-disant rien, il pense.
Il a ce petit singe qui va d'une pensée à une autre. C'est le stream of consciousness, c'est ce fleuve permanent de pensée. Et puis, il va faire un exercice et je vous invite peut-être à le faire avec moi. Si vous êtes d'accord, je vais prendre une chaise et on va ensemble faire un exercice de méditation. Donc, vous êtes derrière votre écran, je présume que vous êtes assis, je vous invite à prendre une position bien droite, confortable, à ancrer vos deux pieds. Vous pouvez laisser reposer les mains sur les cuisses, fermer les yeux si vous le souhaitez, et je vous invite à faire quelques respirations, mais des respirations conscientes. On respire tout le temps, depuis le début de cette présentation, depuis que vous êtes né, mais c'est souvent une respiration automatique comme quand on dort. Ici, on va inspirer, expirer et garder justement notre concentration sur une chose. Et puis, qu'est-ce qui va se passer si on fait l'exercice que Maître Zen Louis vient de démontrer? Eh bien, après un petit temps, il y a des pensées. Et l'exercice consiste justement à se rendre compte qu'il y a des pensées X, Y, Z et de refocaliser l'attention à notre respiration. Cette ancre et le faire encore et encore pour justement nous donner la possibilité de prendre un peu de distance, d'observer ces pensées, les laisser passer et ramener l'attention à la respiration. Alors, est-ce que vous êtes bien installé? On inspire par le nez et on expire par la bouche. Super. Inspire. Et on peut expirer un peu plus longtemps. Ça peut aider de compter. 1. Vous êtes super. 2. Expire un peu plus longtemps. On va encore en faire 3. Et la dernière, inspire. Expire. Vous pouvez ouvrir les yeux et revenir ici et là où vous êtes. Voilà un exercice extrêmement simple qu'on peut faire n'importe où. Je le fais à ma consultation entre deux patients, assis sur ma chaise de bureau, dans le train, quand je suis bloqué dans les emboutes. Et ce qui se passe dans le cerveau, vous le voyez ici, c'est qu'il y a un changement. Là, c'est un enregistrement sur la scène. On était à Bruxelles, il y a 3 000 à 4 000 personnes dans la salle qui font avec Mathieu la méditation. Mais vous voyez, même si ce n'est pas des conditions de labo, qu'il y a un changement. On voit que ce petit singe qui saute d'une pensée à l'autre, il y a une sorte de stabilité.
Et puis, je le ressens, je l'ai ressenti là, ça nous calme. Vous pouvez regarder sur votre smartwatch, la fréquence cardiaque va diminuer. Vous pouvez prendre votre tension artérielle, les études montrent que ça a un effet positif sur la tension artérielle, les hormones de stress, le cortisol, noradrénaline. Et donc, vous avez un outil pour faire les choses autrement, pour vous donner des moments, des pauses de respiration, pour travailler votre attention, qui justement vont vous aider, comme les études scientifiques le montrent, pour garder votre focus, votre flow, votre concentration plus longtemps ininterrompue, sans perturbation et penser à autre chose ou répondre à un message, une notification. Voilà un moyen très simple de travailler ce petit singe dans notre tête qui parfois saute trop, qui n'est pas mauvais en soi, parce que ça nous permet aussi évidemment d'être créatifs, d'avoir des idées brillantes, mais parfois aussi il faut arriver à se concentrer sur une chose. Et cet exercice, justement, comme on l'a vu, va entraîner ces réseaux de la concentration, de l'attention, comme on le dit en neurosciences. Mais la méditation, c'est beaucoup plus que travailler la concentration. Et ça aussi, vous, entrepreneurs, jeunes ou plus expérimentés, de séries ou start-up, c'est important de s'arrêter parfois et de se poser la question, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Quel est le sens? Faire de l'argent, oui, il faut que l'entreprise, elle continue. Mais, et ça je le sais très bien, je travaille, comme je vous ai expliqué, avec des personnes qui ont des traumatismes très graves, qui se retrouvent d'un moment à l'autre, aux soins intensifs, en rééducation. Je fais aussi les soins palliatifs. La fin de vie, je vois malheureusement mourir beaucoup de personnes, y compris des entrepreneurs. Et jamais il y en a un qui m'a dit, eh bien, docteur, je regrette que je n'ai pas passé plus de temps dans ma boîte au travail. Ce qu'il dit, c'est qu'ils regrettent qu'ils n'ont pas passé plus de temps avec leur famille, leurs amis, qu'ils n'ont peut-être pas travaillé à quelque chose qui avait un sens. Et donc aujourd'hui, on parle beaucoup de l'entrepreneuriat social. Et donc de trouver un sens, on est en pleine crise Covid toujours, c'est une invitation justement à réfléchir à la valeur que vous créez, mais aussi au bien que ça fait à l'autre, à notre société, à la planète qui réchauffe. Et donc, et c'est l'exercice favori de Matthieu Ricard, la méditation, c'est beaucoup plus que travailler sa concentration, c'est aussi travailler ses émotions et puis donner un sens. Là, ce qu'il fait, vous voyez sur la diapo, deuxième exercice de méditation, c'est de travailler son empathie, sa compassion. Et on voit toute autre chose qui se passe dans l'activité cérébrale. Comme le sport, en fonction de l'exercice, il y a différents réseaux qui vont être sollicités, qui vont se développer. Et vous pouvez faire de manière formelle, en tailleur, faire vos exercices de respiration, qui est un exercice classique, mais on voit ici aussi Maître Zen Louis qui fait une balade. Et il le fait de manière différemment. Quand je me balade avec mes enfants, avec mon épouse, je dois vous avouer que souvent, je suis sur mon smartphone. Un coup de fil important pour le boulot, ou je réponds à un message. Et même si je ne suis pas sur mon écran, en pensée, je suis ailleurs. Et lui, il est là. Il est vraiment là. Il va voir une petite bestiole sur le chemin. Et c'est des petits maîtres zen. Et puis, je pense que quand on pratique la pleine conscience, on va redécouvrir quelque chose qu'on a comme enfant et que peut-être on perd pendant nos études, nos boulots. Et donc, c'est un deuxième exercice où je vous invite, quand vous faites une balade, regardez vraiment qu'est-ce qu'il y a là autour de moi. Maintenant, il n'y a plus beaucoup de feuilles sur les arbres, mais regardez ces arbres, ces nuances de couleurs, ce que vous ressentez sur
sur votre peau, le soleil, le vent, etc. C'est une autre manière aussi de faire la méditation. Mais revenons à notre super cobaye, Mathieu Ricard, et la publication où on a ensemble, lui comme aussi co-auteur d'ailleurs, vous le voyez ici, publié comment c'est un vrai athlète. Il arrive à changer l'activité ici électrique, vous le voyez avec ce bonnet, les électrodes, et puis la machine là, et on l'utilise aussi au centre cerveau, c'est une TMS, stimulation magnétique transcrânienne. On va activer une partie de son cerveau et lui est capable de modifier cette perturbation comme on l'avait jamais vu auparavant, et c'est ce qu'on a publié ensemble. Et ça permet donc, comme on le dit, de pas juste travailler nos pensées, nos perceptions, mais aussi nos émotions. Et mon épouse, elle donne des cours de pleine conscience pour les enfants. Et elle va utiliser, mais je pense que c'est utile pour chacun de nous. J'ai commencé avec la question « Comment ça va ?» Eh bien, ce n'est pas toujours le plein soleil. Là. Parfois, il vente, parfois, il y a des orages. Et on peut un peu apprendre à nos enfants, mais aussi donner l'exemple à comment vraiment répondre à la question « Comment je me sens ?» Ce qui va éviter d'aller trop longtemps dans le rouge et faire un burn-out, d'être attentif à comment on se ressent, et puis donc pouvoir être attentif à comment se sent l'autre. Hein? C'est l'empathie, c'est la compassion, et ça se cultive. On a parlé de la neuroplasticité, c'est quelque chose qui se travaille, comme plusieurs études l'ont démontré. À nouveau ici, j'en donne juste quelques-uns, où d'ailleurs Mathieu Ricard était aussi co-auteur. Et donc j'apprécie énormément ce dialogue entre le monde contemplatif bouddhiste. Je ne suis pas bouddhiste, je ne suis pas maître zen, mais je m'intéresse à comment travailler ma conscience de moi, être une meilleure personne. Et il ne faut pas pour cela nécessairement cette image stéréotypée que vous voyez là, être plié en origami, être 20 minutes le matin, 20 minutes le soir en tailleur, ça donne des belles couvertures de magazines, mais on peut vivre la méditation de manière informelle. Et c'est ça mon grand message, et vous pouvez le faire n'importe où. Et de plus en plus, on le voit en Californie, les grandes entreprises vont le proposer pour leurs employés. Et dans le livre, il y a d'ailleurs des CEO qui racontent comment c'est une valeur ajoutée. Et c'est bien, aussi bien pour la personne qui travaille avec vous que pour l'entreprise au sens large. Et donc, il a été clairement démontré que l'effet de la méditation peut être aussi grand que l'effet de la médication, des antidépresseurs, des anxiolytiques, des antidouleurs. Vous voyez ici la référence, elle est dans le livre, dans des journaux prestigieux, Journal of the American Medical Association, une revue de toutes ces études cliniques qui ont montré la valeur ajoutée de la méditation, qui n'est pas ésotérique, qui n'est pas n'importe quoi. Ça a un effet mesurable, comme on a discuté, sur le cerveau, sur ma réponse de stress, même au niveau de mes chromosomes, de mon matériel génétique. Une image du livre où vous voyez ces fameux chromosomes et les petits capuchons noirs, c'est les télomères. Alors pour faire simple, quand on vieillit, et en particulier si on a une vie super stressante, ils deviennent plus minces et ils vont moins nous protéger, parce que c'est ça que ces télomères, ces petits capuchons font, c'est protéger notre matériel d'ADN. Et puis si c'est plus petit, c'est le vieillissement, on est plus vulnérable à toute une série de maladies, y compris le cancer. Et a été démontré, la méditation a un effet positif visible au niveau même de nos chromosomes, de ces fameux capuchons, les télomères. Donc voilà, j'espère vous passer une invitation à n'importe quel âge d'ailleurs. Vous voyez ici ma fille, elle a maintenant 22 ans, c'est il y a un petit temps, mais aussi, et j'ai pu rencontrer à plusieurs reprises le Dalai Lama, octogénaire. C'est impressionnant comment il a une capacité justement de concentration, et je pense qu'on néglige un peu cet aspect tellement important. On parle d'intelligence émotionnelle, mais en réalité, dans notre système scolaire, l'éducation, on va toujours, je pense, et trop, investir dans la connaissance. Et puis comment je gère mes émotions, comment je gère ma relation avec l'autre est trop important pour être négligé comme ça. Donc, en résumé,
plusieurs possibilités. La méditation, c'est la gymnastique mentale. On peut faire des exercices d'attention focalisée sur sa respiration, par exemple, mais aussi faire une balade en forêt en pleine présence, c'est peut-être mieux que de dire pleine conscience, ou travailler nos émotions, la compassion. Je respire, j'observe, je ressens, et on observe avec les différentes machines, justement, une modification visible dans les cerveaux. Et puis, grâce au livre qui est maintenant traduit en plus de 10 langues, j'ai pu, pour la version anglophone, avec Bloomsbury, interviewer une série de gens, dont des CEO, mais aussi ici, vous voyez David Lynch, hein, qui est le producteur de films, directeur de films, qui va méditer tous les jours et qui raconte comment ça a influencé non seulement sa capacité de se concentrer, mais aussi sa créativité. Vous voyez là, le petit Louis, il ne fait pas que balader. Là, il apprécie un bon chocolat. Et ça aussi, c'est une invitation, c'est un exercice de vivre consciemment, utiliser tous ses sens. Et on peut le faire, comme vous le voyez, mais on fait ce qu'on peut en famille et même pour des enfants où je pense qu'on n'a pas exploité suffisamment ce power of the mind, cette capacité qu'on a tous. Il ne faut pas être un moine bouddhiste et aller vers des extrêmes, comme vous voyez ici sur la photo. C'est iconique de ce moine qui se met en feu et qui ne bouge pas d'un poil au Vietnam. On a cette possibilité qu'on va d'ailleurs pas limiter à la pleine conscience. C'est plein d'exercices possibles, je fais le résumé dans le livre, dont l'hypnose. L'hypnose qu'on va utiliser au CHU de Liège, on a plus de 10 000 patients, dont moi-même, qui ont subi des interventions, une chirurgie, et qui sont éveillés, mais justement avec l'esprit ailleurs, et là ça va être très utile, on est absorbé, on est déconnecté et on travaille là, ça va vous intéresser peut-être comme entrepreneur, avec plusieurs collaborateurs. Ici, quand on parle d'hypnose, il y a la possibilité de le faire en réalité virtuelle, vous le voyez, avec des goggles, c'est Onconfort, une partenaire belge qui va le proposer justement dans un contexte clinique, même pour des anesthésistes, pour des cliniciens qui n'ont pas reçu la formation. Alors avec l'équipe, on ne regarde pas juste le coma et le cerveau blessé, les commotions. On a aussi la chance, à côté des athlètes de l'esprit, d'étudier d'autres athlètes. Par exemple, Guillaume Néry, qui est le champion du monde de plongée en apnée, le seul qui a survécu à plonger jusqu'à 130 mètres en profondeur, et qui est venu au labo à Liège pour regarder qu'est-ce qui se passe quand il garde là, c'était 8 minutes, respire plus, on voit justement une image de concentration, une activité électrique particulière qui est très proche de ce qu'on a vu chez les experts en méditation. On étudie aussi, ici c'est mon ami Alain Altinoglu qui est le directeur de La Monnaie, l'Opéra de Bruxelles. Et puis ce qui est fascinant chez des artistes comme ça, mais il écoute de la musique, c'est des feux d'artifice dans son cerveau. Vous voyez, les connexions vont dans tous les sens. Mais puis, ce qui est formidable, c'est que quand il n'y a pas de musique, mais qu'il s'imagine ici l'ouverture de Beethoven, eh bien c'est encore plus d'activité, c'est le pouvoir de cet esprit humain et cette créativité qu'on étudie aussi. Comme l'opportunité qu'on a maintenant depuis plus d'une décennie, qu'on travaille avec European Space Agency. Vous voyez là Thomas Pesquet, il revient juste de sa deuxième visite à la station internationale. On a les astronautes et les cosmonautes qui passent du temps dans cette station et qui doivent évidemment avoir cette flexibilité cognitive, de travailler en équipe, de gérer l'isolement, le stress, les urgences, la maîtrise de soi. Et là, vous avez David Saint-Jacques, le Québécois, qui va méditer là-haut, ce qui donne des belles photos comme cela, à 400 km au-dessus de nous. Eh bien, on va étudier leur cerveau avant qu'ils partent, quand ils reviennent, et justement,
on voit cette neuroplasticité, cette capacité. Il ne faut pas être un astronaute, un moine bouddhiste ou un top athlète. C'est, je pense, quelque chose qui est utile pour vous, entrepreneurs. Et c'est une invitation. Participer en amenant des centaines d'entrepreneurs qui ont participé à l'enquête, entrepreneurmind.uliège.be. C'est ce que Frédéric Holmes, qui est docteur en sciences, étudie en ce moment, et ce qu'on va bientôt pouvoir proposer aussi avec le Centre de recherche Cerveau, ici, au Québec. Donc, participez, on a besoin de vous, et j'espère peut-être vous avoir convaincu, en tout cas invité, à justement voir la méditation comme quelque chose qui est à la portée de tous, qui vous permet non seulement de travailler votre focus, concentration, attention, mais aussi votre développement de sens, gérer vos émotions, gérer, et c'est un défi, l'équilibre boulot et famille, vie sociale et familiale. Et avec ceci, je vous remercie infiniment pour votre concentration, justement, et je serai ravi d'essayer de répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'était le professeur Steven Lorez. Vraiment, quelle belle présentation. C'est assez particulier parce que certains mettent leur trip sur la table et vous avez littéralement mis votre cerveau sur la table. J'ai l'impression de vous connaître d'une drôle de façon maintenant. Donc, vous avez généreusement accepté de répondre aux questions des participants. Merci. On va enchaîner avec la première question. C'est bien connu, les entrepreneurs courent après leur temps, vu leurs contraintes. Quelle est la période de temps suffisante pour que la méditation ait un effet positif sur leur cerveau? Bien, c'est une question que j'ai souvent. Je dois le faire combien de temps, hein? Alors, pour moi, chaque minute est déjà formidable. Mon message, là, c'est on fait ce qu'on peut. La vie, c'est différentes phases. Les études ont montré que si vous et moi, on fait la méditation pendant 8 semaines, et c'est un programme qui s'appelle Mindfulness-Based Stress Reduction. Ça a été développé aux États-Unis, John Kabat-Zinn. C'était une révolution pour la recherche sur la méditation parce que là, on a vraiment un programme qui permet de reproduire quelque chose. C'est pas plus compliqué que vous donner une pilule et comparer avec un placebo. Donc, on a des études et beaucoup qui montrent que quand on va faire ce programme, et je vous le conseille, je conseille à chacun, je l'ai suivi moi-même, c'est ça que je prescris. 8 semaines, Mindfulness-Based Stress Reduction va déjà donner les effets visibles comme on a vu chez ces moines bouddhistes. Il ne faut pas devenir moine bouddhiste pour en bénéficier. Mais vraiment, on fait ce qu'on peut. Et je pense que l'invitation, c'est d'être curieux. On a finalement besoin de rien que juste l'essayer. Hein? La méditation, c'est méditer. Et chaque minute est positive. Au début, c'est comme quand on apprend à rouler en vélo. Ça prend un peu plus de temps, on tombe, on est là vraiment concentré sur le truc. Et après, on va le faire et on trouve son truc. Et les différentes possibilités dans le livre, il y a plein d'exercices, parce que ça, c'est vraiment un parcours individuel. Ne vous mettez pas la pression. Mon ami Mathieu, il dit, Steven, le matin, 20 minutes, il faut les prendre. Alors, je ne sais pas chez vous, mais nous, le matin, c'est le chaos. Il faut amener les enfants à la crèche, vite au boulot. Et je ne vais pas en plus me mettre le stress de me prendre mes 20 minutes pour méditer. Ce n'est pas vraiment l'idée. Et donc, là, ce matin, par exemple, je suis venu ici. Le petit, il fait son patinage à côté. Et il n'a pas encore médité de manière formelle. Par contre, aujourd'hui, j'en suis sûr, je vais le faire de manière informelle. Et c'est ça l'invitation. Faites ce que vous pouvez. Ça peut être une retraite, mais ce n'est pas obligé de mettre la barre trop haute. Et le but, c'est pas de se mettre de la pression supplémentaire. Hein? Donc, il faut y aller à son rythme selon ses disponibilités. Une autre question du public. Il existe plusieurs types de méditation. Il y a pleine conscience, sonore, body scan, etc. Est-ce qu'il suffit juste de trouver le style qui nous convient le mieux pour qu'il y ait un effet bénéfique sur le cerveau? Alors, je pense que ça dépend de votre besoin. Donc, merci à la personne qui a posé la question, parce qu'on a parlé que d'une partie des exercices. Le body scan, c'est formidable. Moi, j'aime pas. Mon épouse, elle l'utilise pour s'endormir. Et ça marche
super bien. Donc voilà, on a nos préférences et aussi nos besoins. Et puis, il faut aussi peut-être différencier le côté médical. Si vous avez vraiment un symptôme qui vous empêche de travailler, d'étudier, là, parlez-en avec votre médecin, il va vous envoyer vers psychologue, psychiatre, c'est très important. Vous avez mal à la dent, vous allez voir le dentiste. Par contre, le voir comme un outil en prévention, je pense que là, il y a beaucoup de possibilités. Vous pouvez trouver un livre, faire justement ces cours. Par exemple, Mindfulness-Based Stress Reduction. Là, je sais que vous êtes en bonne main. Il y a des applications. Moi, je les ai un peu... Pas tous, mais parce qu'il y en a beaucoup. Oui. Mais je les ai sur mon smartphone. Là, des patients qui me disent ça me rend encore plus nerveux. OK. D'autres, ils ont trouvé leur trip Petit Bambou. C'est le numéro 1 quand même en français. Et je trouve que c'est super bien fait. Donc, à nouveau, c'est ce parcours individuel en fonction de vos besoins. Essayez. Et puis, vous allez constater vous-même. Faites-vous confiance aussi. Hein. Parfois, on se pose la question, mais est-ce que je le fais bien? On n'a pas besoin de toutes ces machines. Il y a des moyens pour vous donner un feedback, mais à nouveau, ce n'est pas nécessaire pour tout le monde. Et je reviens à, il ne faut pas transformer ça en compétition, il ne faut pas le performer. C'est vraiment important. Le but, c'est de relaxer. Une autre question. Selon vous, professeur, quel est le plus grand mythe qu'il faut défaire par rapport à la méditation? Il y en a plusieurs. D'ailleurs, je commence le livre comme ça parce que la méditation, je commence à dire qu'est-ce que ce n'est pas? Hein, ce n'est pas ne penser à rien. Ce n'est pas justement être en lotus. Des personnes qui me disent, quand je le prescris à ma consultation, parce que je vois des personnes qui ont des anxiétés, des insomnies, des douleurs chroniques, des céphalées. Et donc, pour moi, c'est quelque chose qui est complémentaire à toutes les autres choses que je prescrit ou les interventions qu'on a grâce à la médecine moderne. Mais donc, ce n'est pas quelque chose de magique, ce n'est pas quelque chose d'ésotérique, de religieux. C'est pour moi un pouvoir qui est en nous, sous-exploité, universel. Parce que maintenant, avec le livre, j'ai beaucoup aussi de retours des lecteurs chrétiens. Hein. Ils me disent, on parle de Mathieu Ricard, là, mais nous aussi, on a ces traditions contemplatives, et c'est vrai. Donc, on le retrouve partout, en Australie, les aborigènes, c'est de tous les temps, de toutes les cultures, et je pense qu'on en a besoin, comme on a besoin de manger, de boire, d'avoir des relations sociales. Donc, arrêtez de le voir comme quelque chose de... lié à la culture hippie ou la prise de drogue. Ou, vraiment, de plus en plus, c'est clair que c'est un outil qui a une valeur ajoutée et, je pense, peut aussi être intéressant pour nos amis entrepreneurs québécois. Et je pense que c'est un très bon point de spécifier que ça existe partout et selon l'endroit où le temps, ça porte juste un différent nom. S'asseoir, faire une petite prière, c'est un peu le même principe que méditer, on s'entend. Absolument, mais je suis content que vous parliez de la prière parce que là aussi, on a parlé de la pleine conscience, la respiration, faire une balade en pleine conscience, pleine présence, la compassion, l'empathie, le body scan, mais il y a aussi... d'avoir l'attention sur un mantra, par exemple, ce qui est un peu comme une prière. On est là aussi avec un mode particulier de l'activité cérébrale et donc un outil qui peut avoir une valeur ajoutée. Donc vous avez tout à fait raison, on peut le faire quand on pratique le sport. Ou quand on va bricoler maintenant un masque ou on fait un puzzle ou on joue de la musique, on le voit aussi avec les artistes, comme je l'ai dit, les athlètes, ils savent utiliser la méditation, la pleine conscience. Et là, c'est clair que c'est pas des douillets, là. Ils vont vraiment, ils sont compétitifs et ils ont compris que le mental, à un certain niveau, ça fait la différence. Donc, en fonction des besoins, il y a tellement d'exercices qui sont possibles. Je pense que vous avez tout à fait raison qu'il y a différents noms pour l'étiquette méditation. Dans le monde du hockey, on l'a abordé un peu tantôt, on dit la dureté du mental. Hein? C'est un peu ça. Dernière question. Est-ce que vous auriez des exemples de méditation vraiment de façon informelle? Alors,
plusieurs scénarios. On a mentionné, je suis bloqué dans les emboutes. Moi, je n'aime pas attendre. Je suis impatient, control freak, et alors je m'énerve. Et puis ma fréquence cardiaque, elle monte, et c'est le système fight and flight. Là, je me prépare à me battre avec un ours, mais il n'y a pas d'ours. Il y a juste des emboutes. Par contre, mon corps, il réagit comme ça. Et c'est un peu dommage. Ça ne va pas changer ma réalité. Donc là, je le vois maintenant comme une invitation à... Alors, je ne dis pas que j'y parviens à chaque fois. Quand je reviens d'une réunion, d'une NIF où un collègue a dit ça, ça tourne, et puis les enfants racontent leur histoire, mon épouse vient... Mais j'ai appris à être plus attentif. Là, j'ai besoin, je sors. Et bon, moi, c'est la respiration. J'ai 5 enfants, 3 ados. Ils ont tous trouvé leur petit truc. Et donc, on le fait. Parfois, plus ou moins, avec un succès variable, mais ça quand même, je pense, il faudrait leur demander, avoir un impact, et on va faire ses courses au métro, ou peu importe, on a choisi la mauvaise caisse, on est bloqué, on peut s'énerver, ou on peut dire « all right, je fais ». Donc, voilà comment cette méditation informelle, aussi au boulot, hein, je vous ai dit... les consultations, c'est quand même vraiment des drames, des personnes qui ont perdu un proche. Et là aussi, moi, j'ai besoin de, entre deux, là, me reconnecter. Personne ne doit le voir, hein, il ne faut pas se mettre dans des positions. On est assis et un moment, je pense que le plus difficile, en tout cas pour moi, c'est la première respiration. C'est de dire « ah » et d'observer ce petit feu avant que ça devienne là... gigantesque, et puis, comme pour tout, on change, on s'améliore, mais vous avez tout à fait raison, là, ce n'est pas un sport olympique. Voyez-le comme une invitation, et on fait ce qu'on peut, et chaque minute est bon pour votre exercice favori de méditation. Et je pense que ça se termine sur de bons conseils. Merci beaucoup. C'était le professeur Steven Lorez qui est venu partager le fruit de ses recherches ici avec nous en studio. On est enchantés, vraiment. Bon séjour au Québec, d'ailleurs. Alors, si vous avez envie de poursuivre la réflexion, le professeur Lorez ne publie pas seulement des articles scientifiques, il publie aussi des ouvrages destinés au commun des mortels, dont je suis. Alors, il y en a un qui s'appelle justement « La méditation, c'est bon pour le cerveau ». Et si vous souhaitez participer aux travaux du professeur Lorez, l'appel à candidature intitulé « Le cerveau entrepreneurial », ça se situe dans l'onglet « Documents » de notre plateforme. Aussi, n'oubliez pas d'aller remplir notre petit sondage via le bouton sous l'écran de diffusion en bas de la page. Et n'hésitez pas à inviter des collaborateurs à se procurer des billets pour le sommet sur lepointdevente.com, puisque cette conférence, comme bien d'autres, sera disponible sur cette plateforme jusqu'en février 2022. Je vous dis à 11h30 pour la dernière conférence de la journée. C'est avec l'aventurier et conférencier Frédéric Dion. D'ici là, je vous invite à prendre quelques minutes pour faire une pause active d'automassage avec balles grâce à notre partenaire Mon Équilibre UL et les capsules de Sandra Tremblay.